Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Microsoft Experience 2018. Je suis ravi d'être là ce matin avec vous. Je sais que beaucoup de collègues ils sont encore en train de se balader dans les allées, ils vont nous rejoindre. C'est devenu pour moi presque une tradition parce que j'étais sur scène avec vous. C'est mon premier meeting officiel il y a 12 mois. Et donc, c'est là que je recommence le cycle. Donc, pour moi, c'est le début officiel de ma deuxième année en tant que président de Microsoft France. Et je suis ravi de le faire avec vous. Je voudrais commencer déjà en parlant un tout petit peu de Microsoft, mais après je vais parler de la relation avec vous. Vous l'avez vu certainement dans les journaux et dans la presse, la rapidité avec laquelle nous sommes en train d'évoluer en tant qu'entreprise, en tant qu'écosystème est phénoménale. Donc je suis particulièrement fier parce que hier soir, je ne sais pas si vous regardez la bourse toutes les 5 minutes, mais moi j'aime bien aller regarder, on est un peu compétitif chez Microsoft, donc vous avez vu qu'il y a eu des hauts et des bas dernièrement aux États-Unis, il y a les élections qui arrivent. Et c'est intéressant parce que quand il y a beaucoup de hauts et des bas fréquents, eh bien, en fait, c'est les entreprises en fait, qui sont sur des business models les plus solides, les plus forts, eh bien, qui restent un peu en haut de la pyramide. Et donc, hier soir ou ce matin, Apple est toujours premier, largement premier, et chapeau à ce qu'ils font, 958 milliards. Et deuxième, c'est Microsoft. Qui l'aurait dit il y a juste quelques années? Je vous rappelle que ça fait 4 ans que nous sommes dans ce nouveau cycle avec Satya Nadella. Il a fait, d'un point de vue de la culture et du portefeuille, des choses extraordinaires. Ouverture, travail beaucoup plus transparent avec tout le monde, avec les compétiteurs, avec l'écosystème, les engagements vis-à-vis des clients, le travail avec l'engineering et vous tous pour être à côté de la transformation des clients. Et une mission très claire qui est reconnue pour être super claire et très percutante. Nous voulons être la plateforme pour aider chaque entreprise et chaque personne, c'est les deux mondes, les organisations et les personnes, à pouvoir se développer, pouvoir réaliser leurs ambitions et donc pouvoir être des personnes, des organisations du futur. C'est fantastique. Et donc, voilà, le fait qu'on soit deuxième en capitalisation boursière, pour moi, bientôt, c'est juste une anecdote et puis ça va changer encore dans 2 jours, dans une semaine, etc. Mais c'est important parce qu'il y a juste quelques années, personne n'aurait pensé à Microsoft comme étant un numéro 2 solide à la tête d'un peloton qui se transforme super vite. C'est vrai à niveau mondial et c'est vrai en France. Donc, nous sommes en train de faire ensemble des croissances qui sont juste fantastiques. Pour ceux qui étaient avec nous à Las Vegas, je vous l'avais dit là-bas, nous avons fait 17% de croissance l'année dernière en France. C'est la croissance la plus forte que nous ayons jamais fait, au moins dans les 15 dernières années. Avant, on n'a plus de mémoire. Mais dans les dernières années, donc c'est fantastique. Cette croissance, vous voyez, ça s'explicite comme ça sur les 3 clouds sur lesquels nous opérons. Et alors, c'est intéressant de voir ça, non seulement c'est les croissances de Microsoft France, mais nous regardons toujours avec Alain et avec le leadership team si la contribution de l'écosystème partenaire est en avance de phase ou en retard de phase par rapport à nos croissances cloud. Et c'est fantastique parce que c'est la première année où sur les 3 clouds, la croissance moyenne du business que vous êtes en train d'engager, donc que vous nous aidez à faire, est exactement sur ces chiffres. Ça, c'est la moyenne du business que vous influencez dans les 12 derniers mois et ce premier trimestre où on fait à nouveau une croissance de 17%. Donc ça veut dire que nous sommes au diapason. Ça veut dire que nous sommes en train de collaborer d'une façon toujours plus forte, toujours plus pragmatique, ensemble, et qu'il n'y a plus de différence d'un écosystème qui va plus vite et nous plus lentement, ou vice-versa, nous on va plus vite et vous ne êtes pas au même rythme. Nous sommes au même rythme de croissance. Et ça veut dire qu'il y a des opportunités pour nous et pour vous de continuer à faire des croissances fantastiques sur ces 3 clouds. En quelques minutes, je veux vous remercier aussi pour l'enthousiasme et la mobilisation que j'ai vue autour du plan pour l'intelligence artificielle. Donc, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi les dernières étapes, un petit peu les moments forts. Donc, je vous rappelle que nous avons un gouvernement qui a dit fin mars de cette année, nous voulons que la France soit une puissance ou une championne de l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, vous avez probablement vu le rapport Villani, ils disent nous devons réinvestir dans la recherche, il faut démultiplier les compétences, augmenter la vitesse d'exécution, etc. Super. Nous nous sommes dit tout de suite avec l'équipe, nous devons accompagner ce mouvement. Qu'est-ce que nous pouvons faire
pour faire en sorte que la France aille vite. Et nous avons décidé 3 choses sur lesquelles vous êtes en train de collaborer, à 1, à 2, à 3 choses. Donc je vous invite à les connaître et à nous rejoindre si vous le souhaitez. La première chose, c'est un collectif qui s'appelle Impact. Ça regroupe des partenaires, des clients, des startups. Et en fait, on échange par rapport à des projets réels sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire que chaque entreprise, chaque organisation qui fait un projet s'aperçoit que, en fait, c'est un chemin. On commence à parcourir cette courbe d'apprentissage. Il y aura des hauts débats, il y aura des réactions positives, il y aura des réactions négatives. Donc, on apprend en faisant. Et le fait de faire partager ces 30, 35 organisations ensemble, ça veut dire que chacun peut apprendre de l'autre sur quelles sont les best practices et quelles sont les erreurs et comment on peut aller plus vite. Et surtout, ce groupe pourra aussi aider d'autres clients, d'autres partenaires, d'autres organisations à dire comment est-ce que je dois m'y prendre. Et en fait, partager cette connaissance, ça va permettre à tout le monde d'aller plus vite et donc à la France d'aller plus vite. Ce même groupe de travail va nous aider à qualifier, si possible, et je lance aussi un message à vous tous, des projets faits par exemple par des organisations non-profit ou par des chercheurs à l'université ou par des startups. Nous avons, à niveau mondial, 115 millions que Microsoft met à disposition pour des projets à impact positif sur l'environnement, la santé, humanitarian help. Donc on parle par exemple de migrants en Europe. Nos amis norvégiens l'ont déjà utilisé pour faire une application. On forme les enfants de migrants qui arrivent en Norvège aux nouvelles technologies pour leur donner un futur. Donc il y a 115 millions à aller chercher à la corporation si on soumet et on qualifie un projet positif avec un impact pour la France. Donc, si vous avez des idées, venez vers nous et avec le collectif, nous allons qualifier les idées, peut-être les améliorer un petit peu pour que ça puisse passer les examens de la Corp et puis financer des projets qui puissent avoir un impact en France. Donc ça, c'est le collectif. Deuxième pilier, c'est l'innovation. Donc, je le dirai tout à l'heure en plein air, mais c'est fondamental et j'ai besoin de votre aide là-dessus. L'innovation de demain, ce n'est plus une innovation à l'intérieur d'une entreprise. Chaque entreprise est ou va être une plateforme, une chaîne de valeur dans un vertical, ça va être un business platform to plateforme. Si je dois faire de la mobilité entre un avion, un bus, un train et un véhicule autonome, ça ne peut pas être l'innovation d'une seule entreprise. Donc SNCF, que nous allons voir tout à l'heure sur scène, et merci, avec RATP, avec Air France, avec Aéroport de Paris, avec Renault et PSA, il faut qu'on arrive à trouver un moyen pour prendre le touriste suédois qui arrive à Orly et l'amener à Chartres sans couture. Eh bien, ça ne s'invente pas. Ça veut dire avoir des plateformes efficaces dans chacune des entreprises, mais aussi travailler en écosystème. Avec les centres de recherche, donc on a refocalisé notre partenariat avec l'INRIA sur l'IA et sur des secteurs français de force, des piliers de l'économie française, et les startups. Donc à Station F, on a l'AI Factory, ces startups qu'on a qualifiées comme étant parmi les meilleures de l'intelligence artificielle, et nous voulons créer des écosystèmes d'innovation sur les secteurs verticaux sur lesquels la France est fort. Donc la mobilité en effet, mais aussi l'énergie et l'environnement, mais aussi la santé, aussi les services financiers, aussi l'agroalimentaire. Donc sur ces secteurs, si vous avez des idées d'innovation, parlons-en. Nous voulons accélérer ce mouvement en écosystème. Troisième pilier, les compétences, très important. Donc bien sûr, recherche, doctorant, PhD, data scientist, etc. Mais ce n'est pas suffisant parce que nous avons plein d'organisations, des grandes, des moyennes, des petites, beaucoup de Français qui sont à l'école. Eh bien, il faut donner des opportunités au plus grand nombre et pas seulement à quelques élites qui a la possibilité de faire des études très poussées, bac plus 12, comme on dit. Donc, nous avons fait un pilier compétences sur lequel d'abord nous allons sensibiliser 1 million de jeunes entre 8 et 16 ans dans les 3 ans. Nous avons commencé en septembre, on l'a annoncé, partenariat avec Unicité. Nous sommes en train de former en ce moment 225 jeunes qui ont choisi de faire le service civique. On leur donne les moyens de porter dans les écoles une méthode pour sensibiliser les enfants entre 8 et 16 à qu'est-ce que c'est que le code, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Tout le monde, bien sûr, les enfants, ils sont toujours passionnés par la technologie, mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'ils comprennent qu'ils peuvent en faire un métier? Est-ce qu'ils comprennent que c'est aussi ludique et très intéressant et très créatif? Et donc, c'est ça qu'on veut faire pour les jeunes Français. Deuxième chose, les professionnels de l'IT, donc dans vos groupes, chez nos clients. Nous avons des centaines de milliers de personnes qui ont aujourd'hui déjà un CV solide sur la technologie. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent affronter demain matin un projet d'intelligence artificielle. Or, je pense que c'est aussi notre responsabilité d'accompagner ce mouvement. Donc nous avons déjà lancé une première
initiative avec le groupe ADECO. Nous allons avec eux sélectionner 24 000 personnes, en former 10 000, en certifier 4 000. Et l'ambition totale sur les adultes, c'est 100 000 étudiants et 300 000 professionnels de l'IT dans les 3 ans. Donc donner la possibilité à nous tous, en fait, d'aller nous former sur des nouvelles compétences. Comment est-ce que je peux participer à ce mouvement de fond? Un autre exemple sur la partie compétences, c'est l'école IA. Donc, nous avons commencé un test au campus Microsoft en mars, 24 apprenants, des jeunes éloignés de l'emploi. On les a formés pendant 7 mois et au bout de 7 mois, ils sont en train de travailler chez vous d'ailleurs, donc des contrats de professionnalisation. Et ça, c'est très beau à voir. Donc, on a donné des possibilités à quelqu'un qui a pas eu les opportunités les plus fantastiques pour aller faire des études Bac plus X, mais par contre, ils ont envie, ils ont une compréhension des mathématiques, des statistiques, ils connaissaient un langage de programmation, et puis boum, on les a formés, ils vont être les artisans pour développer de l'intelligence artificielle avec vous. Du coup, boum, on multiplie par 10. Là, il va y avoir notre promotion, une promotion avec la région Occitanie et 8 d'entre vous qui ont déjà leur promotion et qui vont implémenter leur promotion de 24-25 apprenants. Et donc, déjà, on arrive à 250 et j'espère que c'est le début d'une avalanche positive de formation pour des gens qui sont éloignés de l'emploi. Donc, voilà le plan AI. Beaucoup de choses, nous les faisons déjà ensemble. Nous avons encore des initiatives pour aller toucher peut-être les bons lieux, pour faire des choses ensemble. Donc, n'hésitez pas à continuer à être renseignés sur ce que nous faisons et faisons-le ensemble. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pour le pays. Dernier point, avant de vous laisser au reste de l'agenda, il y a un niveau et un sens, au moins moi je le sens, d'urgence. C'est-à-dire que bien sûr on va vite, bien sûr on fait beaucoup de croissance, etc. Ce n'est pas seulement de la croissance pour la croissance, c'est aussi permettre à la France, aux organisations qui sont nos clients dans le quotidien, d'aller vite dans cette transformation. Parce que souvent, on dit oui, mais donc l'intelligence artificielle, c'est bien, mais peut-être que ça va éliminer des emplois, peut-être que ça va avoir un impact négatif. Je vais venir après sur un sondage que je vais aussi présenter en plénière tout à l'heure. Et on va voir que les Français sont beaucoup plus optimistes que ça. Mais attention, pendant qu'on se pose une question de est-ce que les nouvelles technologies vont nous aider ou pas, est-ce que c'est positif ou pas, c'est clair que la tendance d'innovation avec ces nouvelles technologies ne nous attend pas. C'est-à-dire que nous sommes en France, mais on a en France aussi des organisations qui vendent dans le monde. Et on a des organisations dans le monde qui vendent en France. Si on se pose la question éthique justifiée et que pour se poser cette question, on attend l'exécution et l'action, je vous le dis de façon très directe parce que vous êtes ceux qui vont nous aider à faire aider les clients à aller vite. Pendant qu'on se pose cette question-là, les entreprises dans les autres pays, ils vont plus vite. Et on en parlait avec Jean-Philippe Courtois, qui est français, mais qui est responsable des ventes et du marketing au niveau monde. Il voit, et je vois avec mes collègues régulièrement, certains pays aller plus vite que nous. Pas Microsoft, nos clients, l'innovation qui est faite chez les clients. Il y a quelques pays en particulier qui vont très vite. Il y en a 2 dont on parle tout le temps dans les journaux. Les États-Unis, il y a un engouement pour les nouvelles technologies historiques, mais qui est très fort. Et la Chine, où en plus de l'engouement et de l'envie, ils sont en train d'amener le code à l'école et ils ont les règles du jeu, on va dire le réglementaire, leur permet aussi de faire des choses qui, chez nous, seraient même impossibles de faire. Et je ne dis pas c'est bien, c'est mal. Je dis juste attention, ça va très très vite. Mais non seulement il y a les États-Unis et la Chine, il y a d'autres pays qui vont vite. UK, depuis qu'il y a Brexit dans l'air, les entreprises se sont dites, probablement, c'est mon explication, pendant que le gouvernement réfléchit, on y va, comment on y va, et on risque d'avoir une catastrophe d'un point de vue pays, on a intérêt à se développer et à être compétitif. La rapidité d'exécution sur l'intelligence artificielle en UK est beaucoup plus forte que chez nous. Et je termine avec les pays nordiques. Donc là aussi, une fin d'innovation qui est incroyable. C'est-à-dire que les appels entrants de clients en Suède, en Norvège, vers Microsoft ou son écosystème est époustouflant. Donc attention, je le dis, ce n'est pas une question d'émergence, mais je voudrais juste partager avec vous le sens d'urgence. Nous devons aller vite. Ce n'est pas juste pour le business. C'est que si nous allons vite dans la digestion et dans l'innovation avec les clients, nous sommes juste en train d'aider la France à créer des emplois. Au-delà de l'intelligence artificielle, sur un job particulier, il va impacter à 15, 20, 30 ou 100% l'impact sur un emploi. Bien sûr que c'est important,
Mais pendant qu'on se pose cette question, peut-être que c'est une autre entreprise qui vient d'ailleurs, qui est en train de créer un modèle sur lequel il n'y a plus ces emplois. Comment est-ce qu'on va protéger nos emplois? Eh bien, c'est seulement en étant compétitif, en aidant les entreprises françaises à être compétitives et à parcourir cette courbe d'innovation le plus rapidement possible, à comprendre quels sont les impacts, à comprendre quels sont les business qu'on peut créer au niveau mondial et à créer des emplois plutôt qu'en détruire. C'est très important. Donc la vitesse que j'attends est encore la chose la plus importante que nous allons discuter, pas seulement dans les 2 jours, mais dans les mois et dans les années à venir. Donc je compte sur vous pour maintenir ce rythme de formation, de création du muscle. Il faut se mettre toujours à faire des projets plus riches, plus intéressants et de l'innovation qui soit me first, pas me too. J'aime bien l'innovation quand une entreprise se pose une question qui n'a pas encore été résolue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre une équation non résolue à ce jour? C'est ça qui m'intéresse. Et essayons de travailler ensemble sur ces nouvelles équations pour nos clients. Très important. Je vous souhaite 2 jours passionnants avec nous. J'ai vu déjà énormément d'enthousiasme dans les allées. Bien sûr, c'est un événement dont on vous remercie d'être partenaire. Cette année, vous êtes 153 à nous accompagner. Merci, c'est fantastique. Je vois l'enthousiasme, je vois la passion. Allons vite dans l'exécution et partageons pendant ces 2 jours pour se préparer à un 2019 époustouflant de vitesse et de rapidité. Je passe la parole, non pas à Alain Bernard, parce que mon pauvre Alain, il est complètement aphone, donc vous pouvez discuter avec lui plus tard, vous pouvez lui poser toutes les questions et il vous répondra à peine avec un fil de voix, mais je cède la parole à Luc Badier. Merci, à tout à l'heure. Merci Carlo. Merci beaucoup Carlo. Donc bon rétablissement Alain, en effet, vous l'aurez compris. Je vais assurer cette introduction pour cette session partenaire. Donc tout d'abord, en effet, comme l'a dit Carlo, un grand merci à vous tous. Donc cette année, on a un record de sponsorship. On a 50 partenaires supplémentaires par rapport à l'année dernière qui sont venus rejoindre les rangs pour offrir une expérience nouvelle et démonstrative aux clients lors de MS Experience. Vous en avez peut-être déjà fait une petite visite tout à l'heure, mais au long de ces 2 jours, vous pourrez découvrir tous ces nouveaux partenaires, essentiellement des éditeurs et des startups. Alors, je vais revenir, pas trop longuement, parce que c'est quelque chose qui vous a déjà été présenté si vous étiez à Las Vegas ou à la conférence rentrée partenaire il y a maintenant 1 mois. La stratégie Microsoft pour cette année, alors dans la continuité de l'année dernière et de la réorganisation qui avait été opérée chez nous. Donc, pour accompagner la transformation digitale dont Carlo parlait tout à l'heure, 4 piliers pour nous fondamentaux qui sont en train aujourd'hui de structurer les projets, en tout cas les interrogations chez nos clients communs. Tout d'abord, comment donner plus de productivité aux employés. Donc là, on a des réponses qui se situent plutôt au niveau des produits Office 365, Microsoft 365, autour de la productivité. Comment optimiser les opérations, comment améliorer la productivité, non pas de l'employé, mais cette fois de l'entreprise. Donc là, on va beaucoup parler de plateforme, d'univers, on va beaucoup parler d'Azure. Comment également mieux accompagner ses clients, soi-même, quand on est une entreprise, quand on est une organisation, même du secteur public, et qu'on veut pouvoir donner plus de services. Donc là, on va beaucoup parler de nos différentes solutions comme Dynamics 365, également nos offres de RP. Et puis, la transformation de produits sur lesquels Carlo a passé un peu de temps à l'instant, où là, on va beaucoup parler encore une fois d'Azure, vous voyez, qui est quand même sur 2 piliers sur 4, et où on va parler également beaucoup d'intelligence artificielle et de changement d'équation, alors d'équation business, mais d'équation dans la conception également des offres et des services. Donc tout ceci, c'est ce qui préoccupe aujourd'hui nos clients communs. Comment on va aujourd'hui les orienter, en tout cas essayer de leur donner un guide ensemble, en couvrant avec 5 conversations ces questions. Tout d'abord, l'intelligence artificielle, qu'on va couvrir un peu plus longuement tout à l'heure quand on va recevoir Sébastien Pialou de la SNCF qui va nous expliquer un petit peu comment, autour de la data et l'intelligence artificielle, on est capable aujourd'hui de répondre aux besoins métiers. Trust et non pas sécurité, donc on parle volontairement de confiance, puisque sécurité, on trouve ça un tout petit peu limitant au niveau technique. Ça va bien au-delà. La technique est une des réponses aujourd'hui aux problématiques des clients, mais la confiance, et notamment dans un contexte légal autour de RGPD qui est très important et sur lequel vous avez tous été amenés à travailler ou vous êtes encore amenés à travailler, va bien au-delà de la sécurité technique autour de l'environnement de travail. Donc la confiance est un sujet qui nous tient à cœur.
les solutions business que j'ai évoquées tout à l'heure, la nouvelle culture de travail, donc on va au-delà de la productivité, on va étendre l'expérience puisque ça va du device jusqu'à la gestion des données de l'utilisateur. Donc on veut penser large dans l'approche des différents utilisateurs de nos services. Et puis toute la partie traditionnelle où on va retrouver la partie infra classique, hybride, et également le cloud avec Azure et son univers. Tout ceci sur un certain nombre de verticaux. Je reviendrai sur ce sujet-là dans un instant, mais sur lequel, là aussi, on veut travailler avec vous sur une meilleure pénétration entre guillemets du marché sur des offres verticalisées pour pouvoir répondre au mieux et de façon plus juste aux besoins des clients. Alors, le mode d'engagement partenaire a un petit peu évolué cette année. Alors, il s'est étendu, c'est-à-dire qu'auparavant, on était soit géré, donc on dit managé, soit géré par Microsoft, soit on n'était pas. Aujourd'hui, il y a deux nouveaux pans qui se sont dessinés sous ce concept de management. Il y a celui d'être assisté à distance, donc on a une nouvelle cellule qui s'est mise en place pour pouvoir vous accompagner et pourquoi pas vous permettre un jour de devenir manager si le besoin, et je vais revenir là-dessus, se présente. Et puis également une expérience digitale qui est en train de se renforcer. Donc on a un nouveau portail sur lequel vous avez peut-être déjà été amené à faire quelques opérations qui va, alors c'est assez large, c'est-à-dire que vous allez trouver l'ensemble de votre fiche partenaire sur ce portail, mais également l'ensemble des ressources disponibles grâce notamment avec des agents qui peuvent communiquer avec vous par chat. Vous allez également avoir des informations sur comment créer une offre, sur les différents sujets, les différentes industries que j'ai évoquées il y a un instant. Bref, vous allez être accompagné pour pouvoir suivre cette stratégie qu'on vous invite à proposer aux clients avec nous. On a également opéré une nouvelle segmentation des partenaires. On vous avait présenté des catégories de partenaires, ou en tout cas on vous avait rattaché, ou on avait travaillé avec vous pour vous rattacher à un certain nombre de catégories l'année dernière. Cette année, on travaille essentiellement sur deux catégories de partenaires. Donc aujourd'hui, vous êtes soit avec nous des partenaires de services, soit des partenaires éditeurs de logiciels, ISV. Donc les cloisons sont assez fines entre les deux catégories, donc ne voyez pas là-dedans quelque chose de limitatif. C'est vraiment pour pouvoir proposer à terme pour nos clients une vue plutôt déploiement et consommation et une vue plutôt usage direct sur des solutions qui répondent justement à des problématiques verticales, métiers, comme on l'évoquait tout à l'heure. On a créé ce qu'on appelle des solution maps. Les solution maps, toujours basés sur ce principe d'industrie et de verticaux, vous voyez que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans notre stratégie et dans notre discours, va nous permettre de pouvoir donner, confier aux commerciaux Microsoft des listes de noms de partenaires avec qui ils peuvent engager parce qu'on a travaillé sur de nombreux projets ensemble, parce qu'on a eu de belles victoires ensemble, parce qu'ils sont créatifs et apportent de nouvelles opportunités sur le marché. Donc ces listes aujourd'hui ne sont pas, encore une fois, cloisonnées et hermétiques. On peut y rentrer, on peut sortir. Donc c'est quelque chose que vous pouvez discuter librement avec votre interlocuteur Microsoft si vous en avez un, et également avec les différents agents que j'ai cités tout à l'heure dans la pyramide. C'est quelque chose sur lequel on est très ouvert et dont on veut discuter avec vous. On a fait un pari local. Donc Carlo et Alain ont fait le choix de créer une équipe start-up, qui est une nouveauté pour Microsoft en France. Donc on a une équipe de 6 personnes aujourd'hui qui va accompagner justement ces startups qu'on juge comme étant les plus prometteuses sur le marché, travaillant sur nos technologies, amenant de la nouveauté également sur nos technologies pour pouvoir adresser les problématiques des clients au mieux. Donc ça, c'est un véritable pari. Alors beaucoup d'intelligence artificielle, évidemment, dans les startups qui ont été choisies. On a réduit légèrement le nombre de partenaires qui sont managés, mais on a créé en parallèle une équipe dite de recrutement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui travaillent avec vous pour pouvoir accompagner un certain nombre de partenaires à être prêts, donc avoir des solutions qui sont justement commercialisables à terme, donc packagées à terme pour des verticaux ou pour des métiers donnés. Donc cette équipe peut être amenée à vous accompagner. Là aussi, n'hésitez pas à solliciter votre interlocuteur Microsoft, en tout cas la personne la plus proche de vous, y compris d'ailleurs, je cite souvent les solution agrégateurs qui peuvent être amenés à vous accompagner sur ces sujets.
Donc plus de verticalisation, mais je crois que le message a été longuement répété là, durant ces 5 dernières minutes. Et puis on a un gros investissement également sur le segment PME-PMI, donc ce qu'on appelle le SMB chez nous, puisqu'on parle de 3 millions d'entreprises qui ont une méthodologie d'achat ou des besoins ou une façon de se construire, de grandir qui est spécifique et sur lequel là aussi avec vous on essaye de couvrir au maximum ces besoins et de les faire grandir sur nos différentes plateformes. Voilà pour la stratégie, j'en ai terminé là. On a fait un choix cette année, on a habituellement soit des analystes, soit des partenaires qui viennent témoigner durant cette plénière. On a fait un choix particulier cette année, c'est d'accueillir un client Microsoft, en tout cas quelqu'un avec qui on travaille en étroite collaboration, puisque le retour d'expérience, donc il s'agit de la SNCF, il s'agit de Sébastien Paillou de la SNCF, il va peut-être vous donner des idées sur comment construire une practice data, comment réfléchir autour de la donnée, comment réfléchir autour de l'intelligence artificielle et surtout comprendre les différentes problématiques métiers issues directement du client sur ces différents sujets. Donc je l'accueille tout de suite sur scène, Sébastien. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour Sébastien. Donc Sébastien, vous avez rejoint la SNCF il y a 3 ans maintenant, après 10 ans je crois chez Air France sur des sujets plutôt stratégie, marketing digital. Donc 3 ans chez SNCF. Donc vous êtes aujourd'hui directeur de la data et de l'IoT plus récemment, ça s'est fait progressivement. Alors il y a déjà une première question, c'est on n'a pas l'habitude de voir ça chez l'ensemble de nos clients dans l'écosystème. Pourquoi et comment cette équipe s'est construite ? Alors, pourquoi d'abord SNCF a choisi d'investir le champ de la data ? SNCF est une entreprise industrielle et a considéré, comme de plus en plus d'entreprises, que la data était un asset stratégique qu'il fallait maîtriser. Alors pourquoi un asset stratégique ? C'est parce que quand vous regardez la valorisation d'un certain nombre d'entreprises, comme une célèbre entreprise qui manage des VTC, vous avez une valorisation qui est indexée non pas sur le résultat, mais sur sa capacité à générer et à exploiter, à créer un nouveau service grâce à cette donnée. Et quand on s'est rendu compte de ça, on a vu aussi que de notre côté, SNCF avait un potentiel de données et donc un potentiel de nouveaux services formidable. Quand on regarde ce qu'est SNCF aujourd'hui, c'est 4 millions de voyageurs qui circulent dans 17 000 trains sur les 33 km de voies chaque jour. C'est 260 000 collaborateurs, c'est un leader de la logistique, c'est 8,5 millions de mètres carrés d'immobilier. Et donc tout ça, toutes ces activités-là arrivent à générer un nombre formidable de données. Et derrière, on va pouvoir en faire quelque chose, notamment sur la sécurité, notamment sur tout ce qui concerne l'expérience client, l'information voyageur et bien sûr la performance opérationnelle. Donc SNCF veut devenir une data company. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la stratégie. Ensuite, on s'est rendu compte de 2 choses. Premièrement, c'est qu'il fallait arriver à concentrer les expertises et avoir un socle technologique commun. Concentrer les expertises, aujourd'hui, pour travailler sur la data, vous avez déjà des gens dans votre entreprise, dans les entreprises industrielles qui y travaillent. En revanche, vous avez besoin quelquefois de spécialistes pour craquer un certain nombre de problèmes. Ces spécialistes-là, il faut arriver à les concentrer parce que c'est des ressources rares. Et du coup, l'important, c'est de pouvoir les rassembler dans un endroit pour les animer, parce qu'elles aiment le challenge, parce que ça permet une émulation entre eux. Et après, vous avez besoin de socles technologiques qui vont vous permettre de partir vite à un coût maîtrisé, là où avant, on faisait des séries de POC, mais qui n'étaient pas intégrées. Des POC, c'est des proof of concept, c'est des tests qui n'étaient pas intégrés dans notre environnement et qui ne délivraient pas. Donc là,
l'importance d'avoir un socle technologique pour l'ensemble de l'entreprise. Et dernier point, la transversalité de la donnée, qui est quelque chose d'important, c'est que ces équipes-là vont pouvoir utiliser une donnée qui provient par exemple du gestionnaire d'infrastructure pour gérer des problèmes qui concernent le matériel et la maintenance des trains, par exemple. Donc le pourquoi, il est autour de ces 4 piliers: un asset stratégique, la nécessité de concentrer l'expertise, le fait de mutualiser un socle techno et la transversalité de la donnée. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait à partir de ça? Comment on agit? Vous avez premièrement la constitution d'une équipe avec des capacités scientifiques et technologiques. Vous avez des data scientists, des data engineers, vous avez des DevOps, des archis big data, vous avez des spécialistes aussi, des capteurs IoT. Et donc ça, c'est la partie doueur scientifique et technique. Ensuite, vous avez des plateformes. Et là-dessus, sur les plateformes, on a un peu tâtonné sur les 3 ans. Et sur la plateforme, on a maintenant 3 plateformes. Hein. Une plateforme Big Data, une plateforme IoT et une plateforme Open Data. Sur la plateforme Big Data, on est arrivé sur Azure, justement, sur un mode PaaS, en l'occurrence, pour nous permettre d'aller vite sur ce socle techno. Et troisième typologie de personnes dont on a besoin, c'est des personnes qui vont piloter ces projets Big Data, IA et IoT, qui vont faire le lien entre des demandes métiers d'un côté et de l'autre côté des capacités scientifiques et techniques qu'on peut avoir. Voilà un petit peu comment on a fait. Et du coup, oui, le résultat. Ouais. Aujourd'hui, vous avez une vingtaine d'entités à peu près qui vous sollicitent, donc des entités de la SNCF qui viennent vous voir pour des projets métiers. Ouais. Et du coup, comment vous faites pour juguler ces demandes, ces projets? Comment vous faites pour choisir sur lesquels travailler? Comment ça se passe? Alors, tout d'abord, quelques chiffres. Hein. Aujourd'hui, on a une centaine de projets en cours et il y en a 50 qui ont été industrialisés sur soit de la data simple, soit de l'IA, soit de l'IoT. Cette industrialisation, c'est vraiment quelque chose dont on est fier parce que c'est le cœur du système. Alors maintenant, comment on va choisir? Ce que je vais vous dire, c'est la suite de 3 ans de test and learn. Hein. Ça s'est fait progressivement. Je pense que le premier critère, c'est de se dire il faut avoir une vision métier et non pas technologique. On va chercher à résoudre un problème et ce n'est pas parce que vous allez faire de l'IA que vous allez réussir à transformer votre entreprise. Au contraire, il faut reprendre la perspective métier. Et là, j'utiliserai une classification qui est d'un auteur qui s'appelle Bernard Marr, qui dit finalement, quand vous allez chercher à utiliser toute cette donnée, vous allez aller dans 3 directions. La première, c'est de se dire, vous allez bâtir un outil d'aide à la décision, vous allez accompagner le métier pour mieux décider. Et on entend par exemple parler de maintenance prédictive, c'est-à-dire comment je vais intervenir avant qu'une panne survienne sur mon infrastructure ou sur mon matériel. In fine, vous allez lui donner une recommandation. Il y a X% de chances pour que dans les heures qui vont venir, le matériel, l'infrastructure tombe en panne. Et dans ces cas-là, la personne, le métier est chargé de se dire, basé sur cet outil, je vais prendre la décision ou non d'intervenir. Deuxième catégorie, le fait de provoquer, d'arriver à de générer de nouveaux services. Typiquement, tout ce qui va concerner le véhicule autonome ou le train autonome de demain sera un nouveau service de mobilité. Troisièmement, monétiser la donnée. Et monétiser la donnée, vous pouvez penser à monétiser la donnée industrielle. C'est-à-dire que quand vous avez 33 km de voie, vous allez être amené à poser un certain nombre de capteurs IoT pour arriver à mieux savoir ce qui se passe sur votre réseau. Ces capteurs-là, quand c'est des capteurs de température, d'humidité ou des choses comme ça, ça peut intéresser d'autres entreprises. Et on a déjà un certain nombre d'entreprises qui sont venues nous voir pour dire est-ce que cette donnée, elle vous sert à vous, mais peut-être qu'elle pourrait servir à nous. Et du coup, on pourrait faire un partenariat ensemble. Donc, avoir cette perspective métier et pas technologique, et puis ensuite choisir ses batailles. Choisir ses batailles, c'est se dire quels vont être les bons use cases, notamment quels vont être les use cases sur lesquels vous avez une donnée qui est accessible et qui est pertinente. Je vais prendre un exemple. Quand on s'est posé la question de se dire tiens, on aimerait faire quelque chose pour nos amis du matériel qui réparent les trains. Eux-mêmes nous ont dit, attention, certes le TGV est un produit phare, mais sa conception date quelquefois d'une dizaine d'années pour certaines rames. Donc la donnée n'était pas facilement accessible. A contrario, ne prenez pas la série de trains qui vient de sortir. Pourquoi ?
parce qu'elle est encore en phase de rodage. Il faut, ce qu'on dit dans le langage cheminot, il faut la déverminer et attendre 2 ans avant qu'on voit des pannes qui soient susceptibles de se reproduire dans le futur. Et donc, une fois que vous avez cette donnée accessible pertinente, il faut des plateformes. Ça sert, là encore, avant de faire de l'IA, il faut arriver à concentrer les données quelque part pour pouvoir ensuite les exploiter beaucoup plus facilement. Donc, c'est dans ce choix de projet, c'est de se dire qu'est-ce qu'elles vont être les projets qui vont nous permettre de nourrir cette plateforme avec des données qui vont être intéressantes pour un use case en particulier, mais qui pourront peut-être être réutilisées pour d'autres use cases. Et puis après, il faut voir si vous avez un bon trio de départ. Le trio de départ, c'est ce centre d'expertise-là d'un côté, mais aussi un métier et sa DSI. Parce qu'on a en fait un système de clients internes, si vous voulez. Un métier parce que sans le métier, vous n'avez pas de use case, une DSI parce que sans la DSI, vous n'avez pas de data et vous ne pourrez pas industrialiser. Donc c'est important d'avoir ces acteurs-là. Donc avoir une perspective métier, choisir ses batailles et aussi se dire est-ce que je suis sur un projet qui va nous permettre, qui a une chance d'être industrialisé. Et, parce que ça, c'est le juge de paix, l'industrialisation. C'est ça qui fait que vous passez d'une entreprise qui fait des POC à une entreprise qui se transforme. Du coup, est-ce que le projet il est utile maintenant? Est-ce qu'il va résoudre des irritants? Parce que ce qui est important au moment de l'industrialisation, ce n'est pas de s'arrêter à la technologie, c'est d'aller plus loin et c'est de transformer des métiers. Or, dans le monde industriel, vous avez des processus métiers qui ont été forgés sur des dizaines d'années et qui se sont renouvelés, mais qui doivent être au cordeau pour des raisons de sécurité, pour des raisons de performance opérationnelle. Et quand vous introduisez de l'IA, vous introduisez de la probabilité, ce qui vient changer certains paradigmes. Donc, se dire de choisir des sujets sur lesquels vous allez être utile maintenant, sur lesquels vous allez pouvoir aussi penser au changement des processus métiers, c'est important. Et dernier point, il faut que du coup, si vous devez industrialiser, il faut que vous pensiez scalable dès le début. On a fait un use case qui était sur arriver à prévenir les chutes d'arbres, les incendies sur les abords des voies ou les traversées d'animaux, qui causent, en fait, c'est la végétation. C'est 600 000 minutes de perdu pour SNCF chaque année, donc c'est important. Quand on est parti sur cette étude-là, on a... Au début, bien sûr, on le fait sur une ligne pilote. Mais quand on a construit le système, en fait, on a pris les données France entière. Déjà, plus de données veut dire un modèle beaucoup plus pertinent. Et puis aussi, le jour où vous validez sur votre pilote, sur la ligne, c'était la ligne Lyon-Dijon en l'occurrence, une fois que vous validez ça sur Lyon-Dijon, après, vous pouvez l'étendre France entière et donc vous avez votre industrialisation qui est beaucoup plus facile. Donc, c'est ces 3 critères de choix que l'on prend et du coup, on a différents types de projets. On a des projets simples, des projets complexes. Les projets simples, ce sont des projets sur lesquels on va faire les couches d'ingestion et de stockage. C'est-à-dire, notre but, c'est de faciliter l'accès à la donnée. Et ensuite, ce sera le rôle des métiers d'être autonomes là-dessus avec leurs partenaires. Et donc, avec un certain nombre d'entre vous dans cette salle. Notre conviction, c'est que vous devez donner de l'autonomie parce que je pense que sincèrement 80% des sujets data peuvent être traités avec des bons outils, on y reviendra. Et puis ensuite, vous avez des projets complexes. Et là, dans la chaîne de valeur, vous allez remonter. Vous avez bien sûr le stockage, l'ingestion, le stockage, puis vous allez sur du traitement, de l'analyse et de la restitution via des visualisations. Et là, vous avez vos data scientists, vos data engineers, en l'occurrence, qui rentrent en scène et qui vont résoudre ces problématiques les plus complexes. Alors vous citiez justement pour les projets les plus simples, j'entends, donc de l'autonomie de la part des entités, de la part des métiers. Comment vous leur donnez cette autonomie? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir les rendre autonomes sur ces sujets? Alors, on a mis en place plusieurs choses. Et d'abord, pourquoi on a mis ça en place? Parce que vraiment, l'autonomie, c'est quelque chose de clé dans une grande entreprise parce que vous avez plusieurs divisions. Et ces divisions, ce qu'elles veulent, c'est de la rapidité. Donc ça doit être un postulat de base de toute structure data dans un grand groupe, c'est comment je vais garantir l'autonomie et la rapidité de ces entités-là. Et du coup, ça doit être pensé dès le départ. Sur votre plateforme puis vos process doivent être pensés pour donner cette autonomie. Et quelque part, vous avez besoin d'interopérabilité en fait, entre les différentes puits de données que vous allez pouvoir faire.
Donc, une fois que vous avez ce postulat, vous allez avoir besoin d'outils, vous allez avoir besoin de compétences et vous allez avoir besoin de partenaires. Les outils, notamment sur les phases de traitement et d'analyse que j'ai évoquées, qui vont donner la possibilité aux différents métiers de votre entreprise de pouvoir manipuler leurs données, de pouvoir leur donner déjà un premier sens. Ce ne sera pas forcément de l'IA dernière génération dans ce cas-là, mais ce sera déjà de l'étude de la donnée qui va vraiment leur apporter déjà pas mal de valeur. Je me souviens d'un projet sur lequel on avait travaillé où alors qu'avant, les métiers mettaient 7 heures ou 8 heures pour récolter toute la donnée, et ben, au bout du bout, grâce à ce qu'on leur avait donné comme capacité, ils le faisaient en 2-3 secondes. Donc forcément, là, vous avez des gains directs. Deuxième chose, justement les compétences. Les compétences, aujourd'hui, il faut pouvoir déjà pouvoir recruter à l'extérieur, dans un marché qui est tendu. Mais aussi, il faut pouvoir se dire comment je fais progresser les cheminots pour qu'ils se saisissent de ces nouveaux métiers. Il y a une transformation digitale qui va être assez importante. Il faut qu'on arrive à former nos collaborateurs. Et du coup, vous avez une école qu'on appelle l'école du numérique qui nous permet justement d'avoir ces formations. Et après, troisième degré d'autonomie, ce sont les partenaires. Si on veut aller vite, il ne faut surtout pas que cette équipe soit un goulet d'étranglement. Donc, il faut qu'on ait des relais. Et ces relais qui puissent développer pour toutes les entreprises, que ce soit les transporteurs chez SNCF, que ce soit les gestionnaires d'infrastructures, que ce soit les filiales. Et donc, c'est des centres de service, c'est vous. Et là, ce que nous, en tant que clients, on vous demande, c'est 3 choses. La première, c'est que vos entreprises et vos collaborateurs aient les compétences sur ces nouvelles technologies. Et ça, c'est quelque chose qui s'entretient et qui se développe parce qu'on est sur un secteur qui est, encore une fois, tout ce qui est Big Data, intelligence artificielle, IoT, qui est mouvant, qui n'est pas sec. Donc, il y a un effort de formation qui est à faire. Deuxièmement, c'est sur des expériences d'industrialisation. Ce n'est pas tout que d'être arrivé à dire, ben voilà, on a fait un POC, un Proof of Concept, on a fait un test, et on arrive à se dire que ça va peut-être créer de la valeur. Ça, ce temps-là, on le répète, hein, c'est pas nouveau, mais il est fini. Nous, ce qu'on cherche maintenant, c'est de la transformation. Donc, c'est est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir anticiper tout ce qui va se passer dans la phase d'industrialisation. Et troisièmement, c'est de limiter le turnover. Il est arrivé plusieurs fois à mes équipes de devoir de changer d'interlocuteur par rapport sur les projets simples, hein, puisqu'on s'occupe, donc je vous rappelle, on s'occupe des couches basses dans les projets simples, et tout ce qui est traitement-analyse va être fait notamment par des prestataires qui sont avec nos métiers. Et dans ces interactions que mes équipes ont avec les partenaires, c'est quand même beaucoup mieux si on a une continuité des personnes dans le temps et qu'on n'a pas un changement tous les 6 mois. Ça, c'est un point clé aussi pour Microsoft. Aujourd'hui, sur la plateforme Azure, on en est content, c'est un bon produit, mais maintenant, ce qui est important, c'est qu'il y ait des partenaires de qualité aussi, de plus en plus sur cette plateforme. Très clair. Alors, je pense que ça va intéresser vraiment tout le monde dans la salle, puisqu'il y a quand même beaucoup de croyances autour de l'intelligence artificielle, sur ce que Carlo en parlait tout à l'heure, sur ce que c'est, ce que ça n'est pas, est-ce que c'est juste des chatbots, est-ce que ça va plus loin. Donc, sur les projets les plus complexes, quels sont les cas d'usage comment dirais-je, les plus structurants, ou en tout cas les plus parlants sur lesquels vous ayez travaillé? Alors, le premier, sur l'IA, la source qu'on utilise le plus aujourd'hui, ce sont tous les rapports écrits de l'entreprise. Une entreprise industrielle va générer plein de données, que ce soit des données structurées, des données d'images, du texte, demain aussi de l'audio, des données issues de capteurs. Bon. Mais souvent, vous avez eu des dizaines de milliers de rapports qui ont été écrits avec des commentaires en langage naturel, en langage courant, et qui recèlent une information qui est souvent plus juste qu'une information qui a été structurée sur le moment où vous avez des petites cases et vous dites finalement tel type d'incident appartient à telle catégorie. C'est un incident en végétation ou alors c'est un incident qui concernait le réseau. Bon.
Et ça, dans ce cas-là, pour lire ces dizaines de milliers de rapports qui ont été rédigés sur les 5-10 ans, sur un use case, on est remonté jusqu'à 5 ans, par exemple, d'historique, il vous faut des algorithmes dits de NLP, de Natural Language Processing, de traitement du langage, qui vont vous permettre de digérer toute cette information pour vous dire, voilà ce qui s'est passé. Donc, l'IA, ça ne sert pas forcément à dire ce qui pourrait se passer. En fait, quand on reprend la data, c'est savoir ce qui s'est passé, comprendre pourquoi ça s'est passé, prédire ce qui pourrait se passer et prescrire. Et donc, dans le monde industriel, déjà, on va s'intégrer aux deux premières choses, savoir et comprendre. Et vous avez déjà besoin d'IA, notamment pour récupérer toute l'information de ces commentaires. Deuxième type de use case où on a utilisé de l'IA, ça concerne l'application SNCF, où vous avez aujourd'hui 500 000 personnes qui ont accepté de nous confier leurs données de géolocalisation. Alors ces données, on les anonymise, et ce qu'on va essayer, c'est de leur donner un service supplémentaire. On va essayer de leur suggérer des destinations sur lesquelles ils pourraient aller. On va essayer aussi en cas d'interruption de trafic, de leur suggérer le rerouting qui leur conviendra le plus. Donc ça, c'est un projet qu'on a. Le premier a été fait, le deuxième est en projet. Donc ça, c'est un autre exemple. Sur tout ce qui est traitement de l'image, on en est au début. On avait fait des tests parce que le traitement de l'image, vous commencez à avoir du hardware dedans. Typiquement, on avait un test qui était sur arriver à repérer les problèmes qu'il pouvait y avoir sur les pantographes. Les pantographes, vous savez, c'est ce qui permet au train de se connecter à la caténaire où vous avez l'électricité. Et donc, il n'y a rien de pire qu'un arrachement de caténaire, parce que dans ce cas-là, vous avez une interruption de trafic et plusieurs heures de retard. Là-dessus, donc, c'était analysé à chaque fois qu'un pantographe allait circuler sur une caténaire, de regarder s'il n'y avait pas des défauts. Là-dessus, on n'en est qu'au début de cette analyse d'image, et se posera toujours la question du make or buy. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites à l'extérieur, et donc c'est peut-être intéressant à ce moment-là de regarder ce que font soit des startups, soit des groupes technologiques qui se sont pas mal musclés ces dernières années. Après, vous parliez des bots et peut-être aussi tout ce qui est le vocal. Sur les bots, sur tout ce qui est conversationnel, donc ces agents, là-dessus, on n'est pas dans du spécifique ferroviaire. On est dans bientôt une commodities. On a plutôt intérêt, je pense, à acheter la techno. Par contre, vous avez un dernier segment qui va être très porteur, je pense, de tout ce qui est intelligence artificielle et big data. C'est tout ce qui concerne le BIM, Building Information Modeling, et le jumeau numérique. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le BIM, grosso modo, c'est deux choses. C'est une maquette numérique d'un bâtiment, d'une infrastructure, qui va évoluer avec le temps, mais qui va être une seule, depuis la création de votre bâtiment jusqu'à sa destruction. Et ça va permettre à des équipes de pouvoir travailler de manière continue sur ce bâtiment numérisé. Le jumeau numérique, c'est quand vous allez faire des tests, quand vous allez essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, par exemple, sur votre rail si la température augmente de 10 degrés. Et donc, du coup, là, vous allez avoir pas mal de modélisation. Tout ce qui est BIM et jumeaux numériques, c'est un des grands axes, je pense, de SNCF sur 2019, et sur lequel nous allons essayer d'accompagner au mieux les métiers qui se sont déjà lancés là-dessus chez SNCF et qui en ont besoin. Il y a un besoin métier là-dessus pour être encore plus performant dans les années à venir. Beaucoup de projets. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Si on devait donner un conseil aux partenaires qui sont présents, qui créent ou qui veulent faire évoluer leur practice data, quels seraient les conseils venant de SNCF ? Alors, je vais me permettre de dire 3 thèmes. Le premier, c'est une approche multidisciplinaire. Dans les équipes qu'on a aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vous avez à la fois des ingénieurs IT, puis vous avez aussi des data scientists, des data engineers. En fait, il faut bien voir que sur ces sujets qui sont mouvants, l'aspect technique influence les projets, et les projets influencent la technologie. Et donc, du coup, d'avoir ce dialogue, c'est déjà de permettre ce dialogue-là dans vos équipes, c'est avoir un certain gage de richesse. Deuxièmement,
ces équipes-là, on parle de ressources souvent qui parfois sont rares, donc il va falloir les animer correctement. Il faut que je pense qu'elles investissent sur l'évolution des compétences, sur la construction de parcours, parce qu'en investissant là-dessus, vous garantissez leur pérennité dans l'entreprise. Sinon, ces ressources-là, elles peuvent aller facilement ailleurs. Il faut vraiment, je pense que vous l'avez déjà en tête, vous avez sûrement dû l'expérimenter, mais donc d'investir sur l'animation de ces ressources, c'est quand même un gage de rétention. Et troisièmement, c'est veiller à la pérennité de l'expérience client, de vos clients, de nous, c'est-à-dire que de limiter ce turnover-là. Très bien et très clair. Merci beaucoup Sébastien pour ce témoignage. Merci à vous. Je vais vous raccompagner. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais terminer cette session avec quelques petits éléments. Excusez-moi. Donc, vous avez aujourd'hui un agenda qui est dédié aux partenaires. Dans un instant, vous aurez la plénière, en tout cas, vous aurez accès à la plénière qui, elle, est pour tout le monde, dans laquelle Carlo va revenir sur un certain nombre d'éléments et les développer qu'il a cités ici tout à l'heure, plus quelques annonces. Je vous invite à rejoindre l'amphi, le grand amphi, en sortant de cette salle. Puis, donc, vous aurez cet agenda dédié avec une présentation des différents programmes que j'ai évoqués tout à l'heure, ou en tout cas comment mieux travailler avec Microsoft. On aura également, et c'était un des éléments de la discussion avec Sébastien, c'est comment former et comment recruter de nouveaux collaborateurs pour travailler sur les nouveaux sujets qui concernent la transformation numérique chez nos clients communs. Il y aura une session sur les serveurs hybrides et les nouveautés sur Windows Server. Et puis, il y aura également comment monter sa practice autour de l'intelligence artificielle, où on reviendra sur des témoignages cette fois plutôt partenaires de personnes qui l'ont réalisé. Je voudrais remercier rapidement tous les sponsors qui nous ont fait confiance, notamment les sponsors Platinium, donc Avanade, Capgemini, Econocom, Exakis, Equinix, Medsys, Orange Business Services, Sage et Soprasteria. Merci beaucoup de votre confiance. Également les partenaires Gold. Alors ça ressemble à la flotte de la route du Rhum. D'ailleurs, il y en a un petit qui se reconnaîtra dedans. Il y a un des logos aujourd'hui qui est bien à l'abri de la tempête et on lui souhaite bon courage à Maxime Dazéo. On a également les partenaires Silver, et je vous l'annonçais tout à l'heure, on a énormément de nouveaux partenaires avec la création de ce qu'on appelle les zones immersives dans lesquelles vous allez pouvoir vous promener aujourd'hui et découvrir de nouveaux usages, de nouvelles expériences et des nouvelles entreprises, et pourquoi pas également vous donner des idées de collaboration pour l'avenir. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et je nous souhaite beaucoup de business commun.